Bien, chers amis, bonjour. C'est sûr que le troisième jour, à 9h30 du matin, après l'excellente soirée que nous avons eue hier, excellente tant d'un point de vue gastronomique que par la qualité des conversations, on s'est tous couchés tard. J'espère qu'on a tous bien dormi. Et en plus, on attaque très fort avec un sujet qui est quand même très large, très important pour l'humanité, très important pour voir comment nos sociétés sont capables de s'organiser face à un défi permanent qui est celui de la réduction de la pauvreté dans le monde. Et donc on va essayer d'animer une table ronde si Christian Badeau, qui, d'après ce que je comprends, arrive dans les minutes qui viennent. Nous avons commencé à organiser cette table ronde. Au fond, nous avons autour de cette table, d'une part, Florence Devoto du Jamil Poverty Lab, Christian Badeau de la Caisse des dépôts et consignations qui donc a développé au cours de ces dernières années une politique envers l'Afrique et l'Afrique du Nord d'abord, puis ensuite l'Afrique subsaharienne. Et puis enfin Lionel Zinzou, qu'on ne présente pas, qui est président de PAI, qui est surtout franco-béninois, extrêmement engagé sur toutes ces questions à la fois d'éthique et d'objectifs d'aide au développement, aussi de mobilisation de l'intelligence de part et d'autre de la Méditerranée et du continent africain et de l'Europe. Donc nous avons ici trois catégories d'acteurs, si j'ose dire, de l'aide publique au développement, c'est-à-dire d'une part des institutionnels publics, d'autre part une représentante éminente de la société civile organisée qui essaie d'apporter de l'intelligence, de la compréhension, de la consistance dans le système. Et puis enfin Lionel, qui encore une fois parle ici dans sa double qualité de président d'un fonds d'investissement, mais aussi encore une fois de sa double appartenance, de son charisme et de son engagement. Et au fond, cette table ronde à elle seule, et j'en rends hommage ici aux organisateurs et particulièrement à Robert, reflète cette nouvelle donne de l'aide au développement telle qu'elle s'est développée depuis la fin des années 90 en réaction au mouvement qui s'était développé notamment auprès des donateurs anglo-saxons à la fin du siècle dernier et qu'on a appelé la dette fatigue, c'est-à-dire au fond de se dire, bon sens, cette aide au développement, ça fait 50 ans que ça dure, on a l'impression de mettre de l'eau dans un tonneau des Danaïdes et finalement ça aboutit pas. Et est-ce qu'on est sur la bonne voie ? Et puis, alors cette réaction à la dette fatigue, elle a été caractérisée notamment par la conférence de Monterrey en 2002, qui a essayé de mettre en place des indicateurs chiffrés pour fixer des objectifs quantitatifs à l'aide au développement. Hein. C'est les fameux 0,32% du PNB des pays développés consacrés à l'aide publique au développement, qui en 2015 devait monter à 0,52%, en 2010 à 0,52%. Et en 2015 à 0,7%. Alors globalement on est à 0,11, hein, donc c'est pas, on est loin du sujet. Et parmi les 27 États membres de l'Union européenne, par exemple, il n'y en a qu'un seul qui a atteint la limite des 0,7%, c'est le Luxembourg. Alors il faut évidemment tirer son chapeau devant la performance, mais enfin, même si le Luxembourg consacre 0,7% de son PNB à l'aide publique au développement, ça ne résout pas le problème. Et puis, néanmoins, il faut quand même constater que l'aide publique au développement, malgré la mondialisation, malgré la crise, a quand même toujours non seulement maintenu un volume appréciable, mais a toujours réussi à le faire augmenter. Et ça résulte pas tellement de la volonté des États, mais paradoxalement de la volonté des institutions financières qui ont maintenu leurs États sous pression en leur disant, et c'est une période que nous vivons maintenant au niveau européen, puisqu'on est en train de préparer le cadre multiannuel financier des années 2014-2020, et où des institutions comme la Commission européenne, la BEI, font pression sur le législateur en disant « n'oubliez pas l'aide publique au développement », alors que nos États membres avaient décidé au sommet européen de février de baisser de 30% l'aide publique au développement. Alors je ne vous dis pas qu'on est revenu au montant souhaitable, probablement on n'y reviendra pas, mais on aura encore une fois essayé de sauver les murs. Et quantitativement, cette montée graduelle de l'aide au développement qui, en gros chiffres, tourne autour de 100 à 120 milliards de dollars par an quand même. Donc c'est
c'est loin d'être négligeable, tout secteur confondu. Elle est due à l'extraordinaire mobilisation, encore une fois, des institutions financières multilatérales, qu'elles soient globales comme la Banque mondiale, la BEI, mais aussi régionales comme la Banque africaine, la Banque asiatique, etc., la Banque interaméricaine, et qui, grosso modo, ont fait monter les montants de 10% à peu près sur la période, mais aussi et surtout des bilatéraux. Des gens comme l'AFD, la KfW, la Caisse des dépôts, etc., qui, eux, ont fait monter les enveloppes qu'ils avaient sous gestion, elles, de 18% sur la période. Donc, encore une fois, il y a une mobilisation des acteurs techniques, c'est paradoxal, face à, d'un côté, les États, qui, eux, évidemment, sont limités par des aspects quantitatifs, et face aussi aux ONG qui ont effectivement mis de la pression dans le système, mis des objectifs, etc. Je reviendrai là-dessus sur ce sujet-là. Bon. Donc la mobilisation des institutions internationales, la pression des ONG, et enfin l'activisme de certains chefs d'État. Des gens comme Clinton, par exemple, des gens comme Chirac à sa mesure, etc., se sont emparés des sujets pour essayer de renforcer leur légitimité, leur visibilité, souvent d'ailleurs pour préparer le fait qu'ils quittaient le pouvoir et qu'ils avaient des choses à faire ou à dire. Donc ils ont créé des fondations et ils ont essayé d'agiter des sujets, etc. Alors tout ça a évidemment donné un grand désordre dans la gestion de l'aide au développement. Désordre que justement des gens qui sont sur cette table, et quand Christian nous rejoindra, il apportera sa pierre à nos réflexions, ont essayé de contenir face à deux grands facteurs de troubles. D'une part, la mondialisation, d'autre part, la crise économique. Alors, mondialisation et crise économique ont effectivement joué un rôle très important. La mondialisation, d'abord, a fait augmenter considérablement les liquidités disponibles. Donc, il y a beaucoup plus, depuis qu'il y a la mondialisation, il y a beaucoup plus d'argent sur la planète. Et cette disponibilité d'argent a évidemment poussé, si vous voulez, d'une part les États à essayer de limiter ou de se retirer de leurs objectifs quantitatifs en se disant, puisqu'il y a de l'argent ailleurs, c'est pas la peine que nous, on continue à faire un effort budgétaire. Et d'autre part, à pousser l'entrée de nouveaux acteurs. Alors pour vous donner un exemple, il y a actuellement grosso modo 350 acteurs recensés dans l'aide au développement. Sur ces 350, il y en a environ une centaine qui sont des acteurs publics. Et il y en a 240 qui sont des acteurs soit de la société civile, soit du secteur privé, parmi lesquels des fonds d'investissement, etc. Et puis on a vu émerger des nouveaux acteurs, qui sont les fonds stratégiques d'investissement de certains grands États, comme la Norvège, la Chine, le Golfe, etc., qui sont devenus des acteurs de l'aide au développement pour deux raisons. Soit pour essayer de se trouver une légitimité internationale, c'est le cas du Golfe, c'est le cas de la Chine, etc., soit tout simplement par vocation éthique, c'est les fonds d'investissement norvégiens, canadiens, etc., etc. Donc c'est l'arrivée d'une nouvelle catégorie d'acteurs, les fonds d'investissement privés, et puis des nouveaux donateurs publics qui soit poursuivaient une politique économique, encore une fois c'est l'aide des États comme la Chine, l'Inde, etc., ou poursuivaient à travers des objectifs d'aide au développement, des objectifs de puissance, et ça, on pourrait mettre les pays du Golfe, par exemple, dans cette catégorie. Alors, deuxième facteur de modification, et paradoxal, c'est la visibilité donnée à l'aide publique au développement, qui a conduit à une nouvelle organisation de l'OCDE, et notamment de son comité de l'aide au développement, qui lui est chargé de classifier et d'inventorier non seulement les outils, mais les performances des différents outils. Et ça a donné une considérable visibilité à l'identification des flux et aux formes de flux et aux zones sur lesquelles ces flux d'aide publique au développement vont, mais avec pour conséquence une grande compétition entre les États. C'est-à-dire que chacun des États a voulu se dire « moi je fais bien » ou en tout cas si je ne fais pas aussi bien que je m'étais engagé à faire, je fais toujours mieux que mon voisin. Bon. Et ça, conjugué avec la montée en puissance des activismes et de la société civile, et notamment des ONG, ça a considérablement changé le contexte dans lequel allaient opérer les institutions financières internationales, et notamment augmenter la part que les institutions financières internationales devaient donner à la gestion de la transparence et de la justification de leur activité.
Et vous ne vous rendez pas compte de combien des institutions comme la Banque mondiale, la BUI, ou des bilatéraux comme l'AFD, la KF, la Caisse des dépôts et consignations, combien nous consacrons de temps à nous justifier, à remplir des tableaux d'indicateurs, de performance quantitative, qualitative, etc., etc., et à discuter avec les autres organisations internationales, et notamment l'OCDE, sur la classification de nos instruments et le reporting qui en est fait en public. Et ceci d'autant plus que les méthodologies changent en permanence. Depuis que je suis à la BUI, le CAD a au moins changé 3 fois sa méthode de classement de l'aide publique au développement. Bon. Et à chaque fois, il faut tout recommencer et reconstituer les statistiques en arrière, etc., etc. Et ça nous prend un temps absolument phénoménal. Phénoménal. Enfin, toujours vu de l'angle des institutions publiques d'aide au développement que je représente autour de cette table, il nous a fallu lutter contre la versatilité des objectifs et des priorités qui résultent à la fois de la pression des ONG et de la compétition entre les États. Autrement dit, c'est ce qui a été dit dans plusieurs des interventions d'hier, l'aide publique au développement, la poursuite des objectifs du millénaire, c'est une affaire de long terme. Quand on décide de moderniser la gestion des eaux d'une ville comme Dakar, c'est un truc qui prend 10 ans. 5 ans à concevoir, 5 ans à mettre en place. Ça suppose aussi un dialogue participatif avec les communautés qui sont concernées, etc., etc. Et puis tout d'un coup, on reçoit des ordres d'en haut qui nous disent il faut que vous alliez vers le sida, ou vers la lèpre, ou vers, je ne sais pas quoi, la protection contre je ne sais quelle pandémie, ou la réparation de je ne sais quelle catastrophe. Bon. Et pendant ce temps-là, nous, on se dit il faut maintenir les eaux de Dakar, parce que les eaux de Dakar, c'est important. Bon. Et donc, là aussi, il faut qu'en permanence, les grands acteurs institutionnels de l'aide au développement se réorganisent et continuent à dialoguer avec la société civile organisée qui nous apporte une connaissance, une cohérence, etc., etc., avec des ONG dont toutes ne sont pas totalement légitimes dans leur but, et avec des compétiteurs comme les nouveaux entrants, notamment des grands pays émergents. Et donc, et je terminerai avec ça, on va vers un nouveau monde, c'est-à-dire une spécialisation des acteurs et des nouvelles formes de coopération, c'est-à-dire grosso modo, on essaye de mettre de l'ordre dans le système avec, aux bailleurs institutionnels, la visibilité de la gestion de l'aide publique au développement, la légitimité des États, la continuité des grandes causes, aux organisations de la société civile organisée, encore une fois j'insiste sur le terme d'organiser, les études, la perception des urgences, l'association, la participation des pouvoirs locaux, au fond essayer de donner de la démocratie dans le système, et aux bailleurs privés, notamment les fonds d'investissement, essayer de catalyser les liquidités venant du secteur privé, ceci pour 2 raisons. La première, c'est parce que si on veut atteindre les objectifs compte tenu des pressions qui s'exercent sur les finances publiques, il faudra bien mobiliser du capital privé. Et que deuxièmement, si on veut répondre aux problématiques de plus en plus complexes, comme celles que nous avons discutées hier, il faut aussi mobiliser des technologies sur l'axe nord-sud. Or, les technologies, ce n'est pas les États qui les ont, c'est les acteurs privés. Et par conséquent, la meilleure façon de mobiliser les technologies du secteur privé, c'est de les associer à la réalisation des projets et de mobiliser du capital privé autour de ce mouvement d'association. En même temps, si on va vers une nouvelle spécialisation des acteurs, pour mettre un peu de cohérence dans le système, on essaye d'entrer dans des nouvelles formes de coopération. Formes de coopération avec les pays bénéficiaires, c'est-à-dire qu'au lieu de faire de l'administration de l'aide, on essaye de faire de plus en plus un dialogue avec les pays bénéficiaires pour peser sur la modernisation de la gouvernance, d'une part, et pour peser d'autre part sur la modernisation des politiques publiques. Pourquoi faut-il moderniser les politiques publiques? Pour d'abord trouver un ordre dans les priorisations des grands secteurs qu'on veut moderniser, et quand on veut les moderniser, essayer là aussi de mettre de la démocratie dans le système.
Et pour mettre de la démocratie dans le système, il faut faire de l'assistance technique, de la modernisation des autorités de tutelle, de façon à les amener à s'ouvrir avec les communautés qui sont concernées, et d'autre part, avec la société civile organisée au niveau mondial, de façon à renforcer et accélérer le transfert de savoir-faire institutionnel, de savoir-faire organisationnel, de savoir-faire technique. Et puis, on essaye aussi de mettre sur pied des systèmes de coopération régionale de façon à fédérer les différents acteurs et de jouer sur la complémentarité de ces acteurs. Alors, un bon exemple, c'est malgré tout la réaction au printemps arabe. La réaction au printemps arabe, par exemple, à travers le partenariat de Deauville, a eu pour conséquence d'arriver à faire travailler ensemble les institutions financières des grands pays développés avec les institutions financières régionales des pays arabes. On n'était jamais arrivé à le faire en 30 ans de coopération euro-méditerranéenne, par exemple. Et on arrive maintenant à faire travailler la Banque islamique, la Banque africaine, la Banque mondiale, la BEI, par exemple, ensemble, sur des structures comme, par exemple, l'initiative arabe pour le financement des infrastructures, ou la mise en place d'un fonds régional de garantie en faveur des PME, ou la mise en place du fonds dit de transition, qui est un fonds financé par les grands donateurs, aussi bien les pays du Golfe que les États-Unis, le Canada, la France, par exemple, pour financer des programmes d'assistance technique, mais avec pour condition que cette assistance technique soit demandée par les pays bénéficiaires qui ont bien défini un plan d'activité. Bonjour Christian. On a commencé sans toi, mais j'en suis encore. Le café était excellent. Donc Christian Badeau, qui représente dans cette salle aujourd'hui la direction des affaires européennes et internationales de la Caisse des dépôts et qui anime le pôle Afrique et Méditerranée au sein de la Caisse des dépôts française. Donc plus de coopération technique au niveau régional. Et au fond, quels sont les objectifs de ce nouveau paradigme? Je m'arrête là. C'est d'une part réduire la complexité pour les pays bénéficiaires, la complexité de tous ces acteurs, de tous ces instruments, etc., de façon à ce que les pays bénéficiaires, au fond, soient mieux armés et en général un nombre plus limité d'interlocuteurs sur chacun des projets. Première chose, ce qui permet paradoxalement aussi pour nous, institutions financières, de lutter contre la versatilité de nos États, de ceux qui nous donnent, si j'ose dire, nos instructions. Deuxièmement, accroître l'efficience de l'aide, c'est-à-dire non pas seulement financer un projet, mais à travers le financement d'un projet, financer une modernisation sectorielle et, au fond, mettre en place un cadre au niveau national qui va permettre d'améliorer la gestion de l'eau et non pas simplement de financer une nouvelle infrastructure pour l'eau de Dakar ou l'eau je ne sais pas, du Caire ou ailleurs. Donc quand on essaye de financer le métro du Caire, on essaye aussi de financer le schéma des transports publics de la ville du Caire, de façon à ce que, par ailleurs, les autorités cairotes puissent gérer le développement intégré de leur système de transport urbain. Donc accroître l'efficacité de l'aide à travers une modernisation de la gouvernance et la mise en place de politiques sectorielles, et enfin accélérer la réalisation de l'aide, c'est-à-dire non seulement la réalisation des projets, mais la convergence des acteurs, encore une fois, qu'ils soient publics, de la société civile organisée ou venant du secteur privé. Alors, j'ai beaucoup trop parlé, mais je voulais d'abord vous témoigner de la difficulté de nos institutions publiques face à un monde qui change et à des priorités qui se complexifient et qui sont souvent en conflit. Et puis, deuxièmement, je voulais poser ici ce cadre pour, si j'ose dire, permettre un bon déroulement de cette table ronde. Je vous propose de commencer par Madame Dévoto. D'abord parce que il me plaît de donner d'abord la parole à un représentant de la société, une représentante de la société civile qui fait un travail admirable sur justement l'identification
des priorités et essayer de mettre un peu de cohérence dans le système et donner aux acteurs publics que nous sommes une vision de long terme. Ensuite, si vous voulez bien, je donnerai la parole à Christian pour qu'il nous expose le point de vue d'un bailleur institutionnel qui, depuis quelques années, sort de ses frontières traditionnelles pour toucher la question de l'aide au développement sur le continent africain. Et puis enfin, Lionel, si tu veux bien, je te donne le troisième créneau sur la question, encore une fois, des acteurs privés. Florence, si vous voulez bien prendre le relais.